Merci à tous. Merci de rester avec nous pour cette deuxième partie de Table Ronde où j'ai le plaisir de recevoir Rosa Méziane. Je vais commencer par toi. On se tutoie, on se connaît, donc on va pas le cacher ce soir. On fait pas semblant. On est d'accord, on va pas. Présidente de l'association. Alors, Mouvement pour l'émancipation des territoires, ou c'est Move Territoire? Move Territoire. C'est Move Territoire, on est bien d'accord. Chroniqueuse politique, on le sait, sur BFM, CNews et LCI. Parfois. D'accord. Ton actualité, c'est la création de l'école Elmed pour la prise de parole en public. Exactement. J'oublie quelque chose? Non, c'est très bien. Beau résumé. Merci d'avoir travaillé. Très bien. Rose, peut-être quelque chose à dire sur ce commun, comment il est reçu aujourd'hui, comment tu le vois, toi, à travers ton activité dans les quartiers, parce que tu es dans le mouvement associatif, tu es en contact avec la jeunesse, avec les gens, entre guillemets, et tu travailles également dans les médias, donc tu as cette vision globale. Je voudrais commencer mon propos pour rebondir sur celle de M. Texier. Je ne crois pas que l'amour se décrète, l'amour se tisse. Et je crois que pendant de nombreuses années, on a décrété que le Français devait aimer la France. La réalité est bien plus complexe que cela, et elle l'est à plus forte raison pour des enfants d'immigrés de troisième génération à qui on explique qu'ils sont encore des enfants d'immigrés. Et je crois que avant de vouloir refaire France, c'est peut-être se poser la question sur qu'est-ce que c'est que la France et est-ce qu'on a déjà fait France en réalité. Et quand je dis faire France, c'est faire France avec ces populations-là qu'on ne cesse de rabâcher dans les médias. Et puis enfin, sur la question du récit et du roman national, je partage des propos de Raleb sur le fait que nos idées n'infusent pas suffisamment dans le débat public, et on a beau tenter de les marteler, et on a beau avoir tout le courage et la force qui nous caractérise, il est clair que nombreux sont les intellectuels qui ont déserté les plateaux. Et qu'il est bien beau de se gargariser dans des émissions très intelligentes, mais si on n'est pas présent là où monsieur et madame tout le monde écoutent à des heures de grande écoute, je suis au regret de vous dire que malgré toute notre intelligence et nos certitudes, nous n'avancerons pas. Et j'ai plaisir à dire qu'il y a des émissions où on débat et il y en a d'autres où on combat. Et je crois que nous ne sommes pas toujours au rendez-vous des combats qui nous animent. Donc, il est important de faire vivre ce récit national pour s'éloigner effectivement du roman. Mais aujourd'hui, bon nombre de Français, et on peut s'amuser à faire plusieurs micro-trottoirs, le roman national est devenu une réalité ou une vérité absolue. Et c'est ça qu'on tente aujourd'hui de déconstruire. Et il est très compliqué d'expliquer ce qu'il n'a pas existé. Et donc, on est très vite taxé, lorsqu'on repart sur des épisodes qu'a été la France, on est très vite taxé d'indigénistes ou de gens qui n'auraient pas digéré un passé. Moi, j'ai pas de problème de digestion, tout va bien. La réalité, c'est que pour que la greffe prenne, si tant est soit peu qu'on doit parler encore de greffe, il va falloir aussi accepter. Je crois qu'on est aujourd'hui dans une crise de l'acceptation. Nous n'acceptons pas le visage de la France. Nous n'acceptons pas tous les enfants de Marianne, et la crispation, en tout cas l'une des crispations, elle est celle-ci. On refuse énormément de choses aux Français qui seraient... D'ailleurs, je n'aime pas cette expression issue de l'immigration. C'est comme si on n'avait pas été désiré, on est issu d'un mariage forcé. Moi, je parle plutôt d'héritiers de l'immigration. Je crois qu'on a ce passé en héritage, on a nos cultures parfois en héritage, on a tous nos liens familiaux, toutes nos trajectoires en héritage, et je crois qu'un héritage, on en est fier. Et je crois que ces notions-là ne sont pas suffisamment abordées. La question identitaire se fait très souvent sans amour. Tout part de là, en réalité. Et il est compliqué de parler d'identité sans parler d'amour. Et je reviens à mon propos initial. L'amour ne se décrète pas, elle se tisse. Et je crois qu'on y gagnerait beaucoup à voir l'autre, puisqu'on est, quand je dis le on, c'est tous ceux à qui
on donne une forme d'injonction à être français. Hein. Je crois qu'on nous demande constamment de devoir justifier qui nous sommes, mais on est plutôt assez bien dans nos baskets. Et je crois que sur la question de l'intégration, il faut qu'il y ait une acceptation de la France et qu'on ne travaille pas assez sur ces points-là. Et il est où le terrain où ce manque d'amour est le plus criant? C'est quoi? C'est la parole politique? C'est la parole médiatique, d'après toi? Bien évidemment. Je crois qu'il part de l'éducation. En réalité, on en demande beaucoup à l'éducation nationale. Je le dis très souvent, l'État est le plus mauvais employeur de France. Les policiers sont pas contents, les profs sont pas contents, les infirmiers sont pas contents, les pompiers sont pas contents, personne n'est content. Mais on en demande beaucoup à l'éducation, mais parce qu'elle est le fondement de nos identités citoyennes. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a une telle exigence à l'égard de l'éducation nationale. Je crois que ça part de là. Et pour vous raconter une anecdote d'un ministre de l'Éducation qui était interrogé par un historien spécialiste de la colonisation qui prône justement le fait qu'on raconte le récit national et notamment sur ce qu'a été la colonisation. Et il a tenu ses propos en expliquant, en interpellant personne, en disant mais vous êtes complètement fous, on va pas expliquer à ces gamins ce qu'on a fait à leurs grands-parents. Je crois que une partie des choses, on vit encore les déflagrations en fait de ce qu'a pu être la colonisation et on continue à avoir un énorme tabou sur cette question-là, et en faisant une grande tchouk-tchouka que peut-être la délinquance, l'immigration actuelle, ces enfants qui nous détestent et qui détestent la France, qu'on continue d'ailleurs à parler de Maliens, de Sénégalais. D'ailleurs, tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement expliquait que lorsqu'on va dans des écoles, on demande à ces enfants, et il explique qu'ils sont Maliens et que c'est magnifique. Mais déjà, pourquoi on leur pose la question ? Pourquoi on continue à poser à des gamins qui sont français quelles sont leurs nationalités? Je ne crois pas qu'on se pose la question pour des enfants qui seraient des binationaux allemands ou autres. Donc, je crois que cette faculté qu'on a à vouloir constamment assigner les gens à leurs origines ou à leur histoire dit beaucoup du rapport qu'on a avec notre propre histoire. Donc, je crois que le fondement, ça part déjà de l'éducation. On méconnaît complètement notre histoire. Et quand je dis le on, c'est en tant que Français que je le dis, parce que dans les familles, les histoires sont néanmoins racontées. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, la question de la colonisation n'a pas été traitée dans les familles. Aujourd'hui, les enfants d'immigrés ne sont pas une bande d'illettrés. Ils maîtrisent leur histoire. Ils ont eu accès à ces récits. Ils s'en saisissent aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi à la France de se regarder aussi dans un miroir et d'arrêter... le chaton devrait arrêter de se regarder comme un lion. Soyons aussi capables de savoir qui nous sommes sans se croire géant. On a parfois failli et c'est aussi l'histoire. Il faut savoir la regarder de cette façon-là parce que je ne crois pas qu'on peut tisser n'importe quelle histoire d'amour d'ailleurs sur des mensonges. Bien sûr, Rose. Merci infiniment. Je suis d'accord. Néanmoins, si on a tous été énervés par des épouvantails qu'on nous servait parfois pour porter certains discours. Je ne vais pas ici faire le procès de l'imam Chalgoumi, c'est pas le but, mais je crois qu'à un moment, bien sûr qu'on combat avec la force qu'on a tout simplement, et il y a des périodes de vie où parfois on n'a simplement pas envie, je le comprends, mais j'ai quand même un sentiment de désolation constant lorsque je vois ce qu'est devenu le paysage médiatique français et même la classe politique française, honnêtement. Et je crois que quand on a la moindre capacité de pouvoir déconstruire un discours de façon sereine, et de ne pas être habité par des velléités politiques aussi, parce que effectivement, tous ceux qui interviennent dans l'espace médiatique le font pas forcément uniquement pour mettre en avant des valeurs. Je crois que quand on a cette capacité-là, il faut, tant que faire se peut, essayer de le faire. Et cette parole saine, elle est précieuse. Et elle est encore trop rare. Elle est encore trop rare dans les médias, et je ne retire...
j'ai aucune gloire à y être. Je désespère parfois d'être seule. J'ai pas de mérite d'être parfois la seule sur un plateau à porter des idées. Et il est compliqué de me déboulonner parce que je suis assez convaincue de ce que je prêche. Pour autant, je crois que c'est pas normal que je sois seule. Et même si j'entends que certaines chaînes ou certaines émissions sont complexes, sont rudes, mais c'est aussi là qu'il faut être parce que, encore une fois, vous ne soupçonnez pas le nombre de messages que je reçois, de sentiments d'humiliation de la part de ces Français de confession musulmane ou juste héritiers de l'immigration qui ont ressenti un peu d'apaisement à entendre mon discours, qui déplorent le fait qu'il ne soit pas récurrent et de façon plus large, qu'on apporte aussi cette lumière-là à l'ensemble en fait de la nation. Et c'est en ça que c'est hautement nécessaire. Alors bien évidemment, je conçois que chacun ne puisse pas le faire, mais c'est tellement essentiel. Et ce genre de débats font du bien parce qu'on a la possibilité de parler, de réfléchir, d'essayer de construire l'avenir, parce que c'est aussi cela. Ça va pas être qu'une soirée de constat, ça va être aussi l'occasion de réfléchir à l'après. Mais je crois que ces espaces-là, qui ne sont pas du tout safe, hein, je te l'accorde, qui ne sont pas du tout sécurisants, sont pourtant nécessaire et parfois il faut aller jouer des coudes pour montrer qu'on existe, pour montrer que la parole qui est versée n'est pas la France, ce n'est pas cela les valeurs de la République et si on laisse faire, il ne faut pas s'étonner que le discours raciste aussi soit prégnant dans notre société. Parce que justement, faute de pouvoir combattre, les idées ont infusé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. On est sur 15 ans quasiment d'espace médiatique où ça déroule en fait comme un bulldozer. Donc je crois que oui, pour y mettre un terme, si on peut le faire, c'est au moins d'être présent et de ferrailler. Et je crois en plus que c'est aussi notre histoire de débattre, de se confronter, de venir en fait amener un peu plus de lumière, d'intelligence, de construction, parce qu'on laisse dire des conneries. On laisse dire des conneries phénoménales. Je vais prendre juste un exemple. Dernièrement, on a parlé de ces familles islamisées qui auraient fait pression sur une école à Pau, parce que lors d'un voyage scolaire, certains ont réclamé un espace pour que leur enfant puisse prier. C'était titré et ça a été traité par l'ensemble des médias, pression des islamistes sur l'école de Pau. Et pas un journaliste qui vient ne serait-ce que déconstruire cette grille de lecture. Personne n'a bossé le sujet. Vous prenez juste le vade-mecum créé par Blanquer, qui est tout sauf un islamo-gauchiste, clairement, c'est inscrit dans le vade-mecum. Aujourd'hui, la loi 1905 permet l'exercice en fait du culte, notamment l'aumônerie d'ailleurs, l'aumônerie et l'exercice du culte dans les endroits contraints, que sont les prisons, les hôpitaux, les internats et aussi par capillarité, les sorties scolaires, les voyages scolaires. Et donc, il était tout à fait légitime. Là, on parle d'une revendication. Et l'armée, bien évidemment. D'ailleurs, qui ont une aumônerie, puis surtout, qui ont un vade-mecum sur la laïcité, mais qui sont vraiment exemplaires, pour le coup. Mais je crois que quand on est frère d'armes, on a cette capacité à comprendre ce que c'est que la laïcité, parce que les gens donnent leur vie, leur sang pour notre pays, et je crois qu'ils ont une connaissance et une maîtrise de la laïcité qui est bien plus pointue. Et donc, personne sur les plateaux, ni même les journalistes et les politiques présents, capables de maîtriser ce que c'est que la laïcité aujourd'hui et capables de déconstruire cette grille de lecture. Et donc, du coup, j'en veux beaucoup à ceux qui savent, justement, d'être absents du débat pour juste venir leur dire hey, bullshit, là, vous êtes tous en train de monter en épingle une non-affaire, un non-scandale, une fausse polémique. Et c'est passé comme ça dans l'actualité aujourd'hui, mais personne n'a ne serait-ce que déconstruit cette fake news. Et donc, je crois que ça devient plus que vital
de devoir le faire. Mais je respecte. Et pour toi, il y a l'espace pour le faire, parce qu'on a l'impression parfois, c'est certaines voix qu'on entend, qu'on dit que c'est un espace fermé, que c'est très très difficile de prendre la parole, de prendre ou d'avoir comme ça cette sphère pour s'exprimer. Toi, tu dis qu'il faut livrer cette bataille. Je ne crois pas que ce soit difficile, honnêtement, parce que les portes sont ouvertes et ils sont en recherche de nouveaux visages, de gens capables en fait de porter ce discours. Par contre, il faut comprendre dans quelle arène on rentre. C'est évident. Et donc, il faut être capable d'être armé, il faut être capable de comprendre la mécanique médiatique, il faut comprendre en fait aussi comment se déroule une émission. Parfois, votre temps de parole sur 1 heure d'émission, si vous êtes 4 intervenants, il va être de l'ordre de 10 minutes. Il faut aussi le comprendre, l'entendre, et c'est comment je travaille mon message en 10 minutes. Quelles sont les idées fortes que je vais vouloir passer. Donc oui, on n'y va pas la fleur au fusil en se disant j'ai plein de trucs à dire, je connais mon sujet. Non, ça se travaille. Donc oui, effectivement, c'est nécessaire. Mais je crois que c'est important et peut-être que l'une de... Je dis mais l'une des failles, en tout cas des progressistes, c'est peut-être de ne pas suffisamment travailler cette question médiatique et qu'aujourd'hui, on en paye le prix fort. Oui, absolument. Merci beaucoup, Rose. Justement, on expliquait à quel point la laïcité était instrumentalisée. Le simple fait qu'on la nomme comme une valeur alors qu'elle est un principe montre à quel point le débat est déjà biaisé. La laïcité n'est pas une valeur, elle est un principe, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles et de jurisprudence qui nous permet en fait de vivre convenablement en tant que citoyen par rapport à ce qu'est justement le religieux ou justement le fait de croire ou de ne pas croire. Et le simple fait qu'on l'appelle valeur montre à quel point on a envie en fait d'en faire une valeur à part entière. Et certains même d'ailleurs voudraient l'inscrire dans la devise républicaine. C'est déjà en fait une dérive en réalité. Et c'est pour ça qu'on n'est même plus dans une laïcité, mais dans un laïcisme en réalité. Mais ça dépend ce qu'on lui fait dire. Si c'est la liberté d'expression, si c'est les lumières, si c'est la raison, si c'est le débat public. Mais c'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est un ensemble de règles en fait qui permet aux gens de croire ou de ne pas croire. C'est la neutralité de l'État, c'est le fait que l'État ne salarie, ne finance aucun culte. Et de pouvoir changer de croyance, exactement. Le fait de ne pas en avoir une, même si on en a une pendant des années. Et justement, on l'associe à tellement d'autres choses, comme la liberté d'expression, alors qu'en fait, c'est un sujet connexe en réalité. Mais parce que on a envie de dézoomer et d'en faire une valeur absolue, alors que quand on la reprend uniquement dans sa règle stricte, c'est-à-dire un ensemble de règles et de principes, on évite justement de s'égarer et de porter des jugements sur ce qui croient et ceux qui ne croient pas, justement. Et véritablement, c'est une dérive assez réussie, justement, sur ce qu'est le dévoiement de la laïcité. C'était mon premier propos. La seconde chose, sur la méconnaissance de ce qu'est la laïcité par les professeurs et les enseignants, au-delà de la méconnaissance, c'est parfois la crainte, en fait, même d'aborder le sujet, pas par méconnaissance, mais uniquement parce que il y a parfois un fossé qui se crée entre certains enseignants et leurs élèves, comme si certains se sentaient bousculés par le fait d'être interrogés sur ce qu'est le fait religieux ou sur ce que plutôt est le fait sociétal religieux en réalité, parce que les gamins ne nous interrogent pas sur le fait religieux, ils nous interrogent plutôt sur les polémiques qui sont liées en fait à la religion. Et sur la question par exemple des caricatures, ça a beaucoup traversé le corps enseignant. Et je crois que si on n'est pas... en réalité, toutes ces polémiques qu'on a pu avoir sur la religion à l'école, on glisse très facilement en fait sur du signalement. C'est-à-dire qu'il y a une forme de suspicion à l'égard de gamins qui vont émettre des opinions religieuses ou qui vont se questionner ou même, j'ose le dire, parfois même provoquer. Mais est-ce que c'est pas l'essence d'un gamin qui est en train de créer en fait son sens critique, de venir bousculer ce qu'est en train de dire un enseignant ? Justement, quand on est à ce point crispé et quand on glisse très facilement en fait sur des signalements, est-ce que ça veut dire qu'au final, on n'est pas suffisamment solide sur nos principes ? Moi, j'ai pas peur quand un gamin m'interroge, parce que je fais des formations par ailleurs sur la laïcité. J'ai pas peur quand un gamin vient me bousculer
sur des polémiques religieuses. Et c'est aussi, moi, mon rôle d'adulte, de référent, de venir y répondre avec... même pas bienveillance, juste sereinement, j'accueille, en fait, en tant qu'adulte, j'accueille ces éléments-là. Et je crois qu'aujourd'hui, on perd complètement le sens des réalités quand on parle de religion ou de polémiques liées à la religion. Aujourd'hui, dans le corps enseignant, c'est total panique à bord. Et je ne crois pas que ce soit que parce qu'on n'a pas une maîtrise réelle de la laïcité. Je crois qu'on a presque envie d'évacuer le sujet et de signaler quasi immédiatement. Enfin, quand je vois le gamin de 12 ans qui avait dit Allahu Akbar, ça a fait tout de suite l'objet d'un signalement. Enfin, sincèrement, même ça, j'accepte. Dieu est grand est devenu une formule de terroriste. Enfin, on a atteint en fait un niveau de délire qui est juste extraordinaire. Enfin, il y a quand même des milliers, pour pas dire des millions de personnes qui prient chaque jour en disant Allahu Akbar, et je vous assure qu'il n'y a pas autant de bombes qui pètent à chaque fois que c'est prononcé. Donc, je crois qu'il va falloir aussi apprendre à se détendre sur ces questions-là. Et je crois qu'on ne sait plus faire. On a instauré une forme de suspicion continuelle. Et je crois, et je vais rajouter aussi la polémique de l'abaya, je crois qu'on est en train de créer une forme de blessure musulmane dans notre pays, une forme de pression institutionnelle qu'on ne mesure pas encore. On est en train de faire des générations de gens qui alors qu'ils sont en pleine construction en fait identitaire, vont être profondément marqués. Quand on dit à une jeune femme, t'as ton kimono, c'est une tenue islamiste, tu vas te changer, c'est profondément marquant. Et on a tous vu ces vidéos passées où clairement on a frisé le ridicule international sur cette question de l'abaya. Et encore une fois, on apporte en fait des mauvaises solutions à des vrais problèmes. Moi, je veux bien qu'on parle de la question de l'islamisme, de la radicalisation, mais c'est comme si on perdait totalement la raison sur ces questions-là. Et encore une fois, on ne fera pas sans le savoir pour traiter ces questions-là. On ne fera pas sans les Français de confession musulmane sur ces questions-là. Et encore une fois, il faut aussi maîtriser les sujets au-delà de la laïcité. Tout à l'heure, la sénatrice expliquait à quel point le savoir était important, notamment sur la connaissance des langues, de la langue arabe, et que c'était une bêtise, mais une bêtise parce que l'extrême droite française est devenue la boussole idéologique dans notre pays. Et aujourd'hui, vouloir enseigner l'arabe à l'école, c'est déjà un début de grand remplacement. Enfin, on en est là aujourd'hui dans la grille de lecture. C'est dire à quel point intellectuellement, on est parfois en chute libre. Mais bien nommer les choses, c'est aussi dire qu'apprendre l'arabe à l'école, ça permettra aussi de ne pas sombrer dans le fondamentalisme. C'est en partie vrai, mais c'est oublier que quand un roi n'était pas héritier de l'immigration, il n'était pas lui-même né dans une famille musulmane. Les frères Klein non plus. Enfin, il y a une multitude en fait de terroristes qui ne sont pas nés ou qui n'ont pas grandi dans des familles musulmanes. Et donc la question du terrorisme, c'est avant tout des dérives sectaires et qu'il faut comprendre, maîtriser ce que sont les dérives sectaires. Et donc voilà, dans le Refaire France, c'est aussi ça. Comment on arrête d'assigner des Français de confession musulmane à des potentiels terroristes parce qu'ils n'auraient pas suffisamment bien appris l'arabe ou leurs leçons à la mosquée, mais qu'il y a des mouvements sectaires qui sont puissants, mais on oublie en fait. C'est comme si les frères Klein, qui ont été quand même les cerveaux de la tuerie des frères Kouachi, on n'en parle pas. Et c'est comme si on voulait absolument avoir un phototype du terroriste idéal. Enfin, il y a aussi ça à casser comme idée, mais je crois qu'on refuse la nuance, on refuse la complexité et on veut du prêt-à-penser en pensant qu'il suffit de supprimer l'arabe, d'imposer la laïcité comme une valeur et d'expliquer aux gens que c'est comme si qu'il faut croire ou c'est comme si qu'il faut s'habiller pour justement faire des bons Français. Merci Rose. Merci beaucoup. Et je te sais attaché à toutes ces questions liées à
Je voudrais remercier, pardon de finir de la sorte les amis, juste remercier Isabelle Saint-Martin, Rosa Messienne, Aïcha Béchir, Jean-Yves Texier et Ralef Benchir et vous présenter toutes nos excuses pour cette manière de finir brusquement, mais c'est ainsi, on respecte le lieu. Et merci au Bernardin de nous accueillir et de nous donner le temps de parole. Je suis désolé, on doit clôturer. Merci à tous.